Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission Carrément Bien. Une émission qui vous propose chaque lundi un témoignage authentique d'une personne qui a rencontré puissamment le Christ. Tout à fait, et aujourd'hui à la une, le témoignage saisissant de Serge Abad Gallardo. Ancien maître franc-maçon, il va gravir les échelons de la franc-maçonnerie et se rendre compte des réalités spirituelles qui se cachent derrière les rites secrets de la franc-maçonnerie. Et alors qu'il est en quête de vérité, il entend la voix de Jésus lui parler. Il décide alors de quitter la franc-maçonnerie. Ce ne sera pas sans conséquence pour sa propre vie. Nous l'avons interviewé pour vous. Merci Serge d'être avec nous. Bonjour Alberto, bonjour à toutes les personnes que vous allez convier à nous entendre et nous regarder. Je m'appelle Serge Abad Gallardo et j'ai été franc-maçon pendant 24 ans et pour ce qui est de mon profil professionnel, je suis aujourd'hui retraité. J'ai été architecte et j'ai fait une carrière de haut fonctionnaire. Voilà, je suis entré en franc-maçonnerie vers l'âge de 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça, et j'en suis sorti à l'âge de 57. Serge, pourquoi êtes-vous entré dans la franc-maçonnerie ? Comme la plupart des personnes, je me posais des questions sur les raisons qui font que nous existons, et que nous existons avec une conscience d'exister. La franc-maçonnerie m'a paru à l'époque un chemin, une voie possible pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me posais. Donc c'est vrai que c'est plutôt à l'époque, en ce qui me concerne, une voie de recherche de spiritualité. Dans quelle loge étiez-vous ? Donc je suis rentré au droit humain, qui est une obédience internationale qui représente environ 17 à 18 000 membres en France et qui est une obédience mixte. Est-ce que votre entrée dans la franc-maçonnerie a été facile ? Alors c'est un parcours du combattant. Il est très difficile d'entrer en franc-maçonnerie généralement. En tout cas, c'est relativement long. C'est difficile parce que en réalité, il faut en être digne. C'est-à-dire que vous êtes soumis à l'appréciation de la loge qui décide si oui ou non vous êtes digne de rentrer en franc-maçonnerie. Alors il y a des critères, bien entendu. Il y a une série d'enquêtes et une fois que ces enquêtes ont été réalisées, vous êtes accepté ou pas, enfin du moins votre candidature, la prise en compte de la candidature est acceptée ou n'est pas acceptée. Et si elle est acceptée, à ce moment-là, il y a bien entendu un parcours encore qui continue. Vous êtes convoqué, on vous installe sur un siège et vous avez les yeux bandés. On vous bombarde de questions qui sont censées en fait permettre à la loge de mieux vous connaître et c'est un moment qui n'est pas très agréable. Ça signifie tout simplement que cette loge dispose d'un maximum de renseignements sur vos options alors que vous-même vous ne savez rien. Pouvez-vous nous dire jusqu'à quel grade êtes-vous arrivé ? J'ai eu le grade de maître, j'ai occupé des postes d'officier en loge bleue, la plupart des postes d'ailleurs, jusqu'à celui de vénérable maître qui est en réalité celui qui préside la loge. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été, donc, comme on le dit, coopté dans les hauts grades. J'ai quitté les hauts grades à peu près au milieu du parcours. J'avais déjà obtenu le 12e degré et très prochainement, je devais arriver au 14e, 15e, 16e et 18e degré. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai quitté la franc-maçonnerie. Serge, en toute vérité, avez-vous eu droit à des privilèges, des pistons au niveau du travail, au niveau financier, grâce à la franc-maçonnerie ? J'ai une histoire personnelle. J'ai souhaité quitter l'emploi que j'avais à l'époque. J'ai fait une carrière dans la haute fonction publique territoriale et j'ai postulé à un emploi de direction départementale. J'ai reçu assez rapidement une réponse positive. Donc j'ai été embauché avec une date d'embauche ferme. Bien entendu, je me suis présenté. J'ai rencontré le président de l'organisme que je devais donc diriger et qui était un organisme de niveau départemental tout de même. Et là, évidemment, je suis entré dans le bureau du président en le vous voyant, en lui donnant du « Monsieur le Président ».
il me tend la main et il me fait une poignée de main maçonnique. Et là, il me tutoie et il me dit « Assieds-toi mon frère, tu es dans quelle obédience ?» Et je lui ai dit que j'étais au droit humain et j'ai posé la question, là il n'y avait plus de Monsieur le Président, c'est « Et toi mon frère, dans quelle obédience es-tu » Réponse de sa part, « Je suis au Grand Orient ». En fait, j'ai eu l'explication par la suite. Quand j'ai envoyé ma lettre de candidature, j'avais une signature maçonnique à l'époque, qu'il a bien entendu décryptée. Il a dû prendre un certain nombre de renseignements sur moi, puisque je pense qu'il ne m'a pas embauché complètement à l'aveuglette. Ces renseignements plus mon CV ont suffi à me faire embaucher sans le moindre entretien d'embauche. Voilà. Quand je me suis retrouvé en fonction, j'ai regardé bien entendu les candidats qui étaient mes concurrents, et je peux vous dire que certains étaient meilleurs que moi. En quoi peut-on dire que la doctrine franc-maçonne a quelque chose de luciférien ? Pour confirmer que la franc-maçonnerie est bien luciférienne, je cite, c'est un texte maçonnique. La séduction d'Ève par le serpent, on parle bien de Satan là, fait allusion aux principes fondamentaux de toute initiation. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Une personne normalement intelligente peut comprendre que la franc-maçonnerie est luciférienne, même si elle ne le dit pas ouvertement en public. La première prise de conscience que j'ai pu avoir de l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie est intervenue au grade de maître. Bien entendu, par la suite, je n'y ai pas prêté vraiment attention, et il n'y a que lorsque j'ai retrouvé la foi, lorsque j'ai fréquenté à nouveau l'église et que j'ai observé la liturgie catholique, que j'ai pu comprendre à quel point la franc-maçonnerie était un danger pour l'âme, un danger pour le salut, et en même temps qu'elle possédait un aspect purement luciférien, pour ne pas dire satanique, puisque Lucifer et Satan sont le même personnage, et que la franc-maçonnerie fait la distinction, qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Alors, qu'est-ce qui se passe au grade de maître ? Bon, je ne vais pas dévoiler tout le rituel, puisque ça serait trop long, non pas parce que je le dévoile dans mes livres, hein, pour les personnes qui sont intéressées, mais il y a une sorte de psychodrame, et vous jouez dans ce psychodrame le rôle d'Hiram. Hiram est le héros de la franc-maçonnerie. En deux mots, Hiram est tué par des mauvais compagnons. Et vous jouez le rôle d'Hiram et vous mourrez, c'est-à-dire bien entendu, c'est une mort symbolique. On vient vous relever et en fait, il se passe à ce moment-là une sorte de réincarnation. Il ne s'agit pas de résurrection, il s'agit d'une réincarnation, et ça je le démontre dans mes livres sur la foi de rituels et de textes maçonniques. Hiram, le héros maçonnique, se réincarne dans le nouveau maître. Et on vous prononce à l'oreille deux mots, le mot de passe et le mot sacré des maîtres. Vous savez que les francs-maçons ont des mots de passe et des mots sacrés, et des mots secrets même, qui permettent de reconnaître la qualité maçonnique d'une personne et qui permettent également d'attester du grade que vous possédez ou que vous revendiquez. Un apprenti ou un compagnon ne pourront jamais se prétendre maître puisqu'ils ne connaissent pas ces mots. Et lorsqu'on vous relève et que la cérémonie vous redonne vie en tant que nouvel Hiram, eh bien, on vous dit à l'oreille Tubal-Caïn, Moabon. Tubal-Caïn, c'est le mot de passe, et Moabon est le mot sacré. Alors, qui est Tubal-Caïn ? Tubal-Caïn, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut comprendre la franc-maçonnerie qu'à travers une recherche personnelle et les yeux de la foi. Si on regarde le chapitre 4 de la Genèse, Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. Là, je cite un texte maçonnique. Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Tant que vous n'avez pas la foi, ça ne pose pas de gros problèmes. Être un continuateur spirituel de Caïn, ça n'est pas trop gênant, surtout si on ne croit pas. En revanche, si je cite par exemple les commentaires de la Bible de Jérusalem sous Genèse chapitre 4, eh bien, je cite là aussi, la succession des enfantements depuis Caïn manifeste la transmission du péché de génération en génération. Donc on s'aperçoit que finalement le nouveau maître, le franc-maçon qui devient un nouveau maître,
devient un continuateur spirituel de la lignée de Caïn.